Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le syndrome de privation sensorielle. Donc comme il m'a été demandé, je vais faire plusieurs petites vidéos pointilleuses sur le sujet. Et donc aujourd'hui, pour un petit peu, on va dire, commencer cette thématique, je vais vous parler de manière générale de ce que c'est le syndrome de privation sensorielle, avant que je puisse faire mes petites vidéos sur chaque point important. Donc avant de commencer, je tiens à vous présenter Bounty, qui est ici. Donc c'est un petit rat albinos que j'ai adopté il n'y a pas longtemps. Comme je fais une raterie, pour ceux qui ne le savent pas, il est en quarantaine pour le moment, donc il doit rester dans cette pièce, puis il pourra repartir dans la pièce des animaux un petit peu plus tard. Mais on va devoir cohabiter pendant la vidéo ici. Mais normalement, il ne fait pas trop de bruit. Donc on va parler du syndrome de privation sensorielle parce que c'est un syndrome qui est très peu connu, donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de chiens qui en sont atteints et les familles ne le savent même pas. Ils vont mettre ça sur le coup du c'est un chien peureux, c'est un chien agressif, oh il est craintif, vous en faites pas. Voilà, on fera avec, ou bien tout simplement c'est des chiens qui vont finir abandonnés, euthanasiés ou placés au fond d'un jardin et sur lesquels on ne parlera jamais en fait tout simplement. Donc c'est un syndrome qui est peu connu, c'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre. Donc pour les personnes qui ont un chien atteint de ce syndrome-là, déjà pour commencer, je tiens à vous prévenir que vous n'êtes pas seul. Il y en a beaucoup des chiens qui sont atteints de ce syndrome-là. Il faut savoir que de manière générale, le syndrome de privation sensorielle, c'est un trouble du développement. Des troubles du développement, il en existe 4. Donc on a le syndrome de privation sensorielle bien évidemment, on a le syndrome d'hyperactivité-hypersensibilité, on a le syndrome de dissociation primaire et on a le syndrome de dépression détachement précoce. Donc on en a 4, ce sont des troubles du développement. Les troubles du développement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement quand on a eu un chien qui a subi donc des mauvaises conditions de vie lors de son développement, donc les quelques premières semaines de vie, voilà, ou bien tout simplement l'environnement n'était pas adapté, il n'est pas assez sorti, ou du moins il n'a pas découvert assez de choses. Si on veut, son développement s'est pas fait convenablement, et ben on peut se retrouver potentiellement avec des troubles du développement. Donc c'est ça, c'est un chiot qui a malheureusement un chien qui a eu un développement qui s'est pas passé comme les autres. Voilà, donc pour les syndromes de privation sensorielle, bien souvent, c'est causé par le fait que l'animal n'a pas vu assez de stimulation. Donc je pense notamment aux personnes qui adoptent et que le vétérinaire ou l'éleveur leur dit de pas le sortir jusqu'au second vaccin. Seulement il faut savoir que la phase de socialisation et habituation du chien, du chiot même, c'est entre 0 et 3 mois. Après, ça va de manière décroissante en termes d'acceptation de l'individu. La porte de socialisation se ferme, puis finit par être fermée complètement. Donc voilà, il est important de bien concevoir qu'à partir du moment où le chien, jusqu'à son deuxième vaccin qui est autour de 3 mois, n'est pas sorti, on s'expose à ce genre de risque. On va également avoir des chiens qui, par exemple, quand on les sort d'association, ont vécu toute leur vie dans une caisse, ont vécu dans une cave, sont nés, pour certains même qui n'ont pas forcément eu ce vécu-là, les chiens de ferme, par exemple. Ils ont vu quoi? Ils ont vu des tracteurs et des vaches. Le jour où vous les emmenez à la ville, je peux vous dire que ça va être compliqué pour eux. Qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre comme histoire? Oui, les chiens, par exemple, entre guillemets, invendus d'élevage, donc par exemple où ils ont déjà 4, 5, 6, 7 mois et que l'éleveur n'arrive pas à le vendre, il vous brade le prix, il vous le vend derrière. Ce genre de chien-là, il faut savoir que sa phase de socialisation, elle s'est passée dans un même milieu. Donc quand vous allez y aller, ce chien-là, il sera bien dans ses pattes puisqu'il sera dans son milieu de confort. Mais quand vous allez en sortir, ce chien-là, ça va être l'apocalypse. Donc il faut faire vraiment très attention à bien choisir son chien. Voilà, on a plusieurs événements qui peuvent amener ce genre de problématique, mais bien souvent, c'est simplement que le chien n'a pas été mis assez en contact avec des choses variées et différentes. Et donc, on a en fait tout simplement dans ce trouble du développement-là, le sens de l'adaptation qui n'existe pas. Donc, le fait que ce sens de l'adaptation n'existe pas, biologiquement parlant, ça nous amène en fait tout simplement à un chien chez qui malheureusement on ne pourra pas supprimer totalement ce syndrome-là. On ne peut pas le supprimer, c'est-à-dire qu'un chien qui est SPS, donc syndrome de privation sensorielle, un chien SPS, c'est un chien qui restera SPS, on ne peut pas enlever. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire que ce chien-là, il aura toujours des craintes. Ça veut dire que peut-être qu'il acceptera le chat de la famille, mais tous les chats, il n'arrivera pas à généraliser ça comme un animal ami. Peut-être que ce chien-là, quand vous allez déménager, waouh, il va reprendre une anxiété de séparation, ce genre de choses. C'est un chien en fait on va pouvoir aménager sa vie, en fait on va pouvoir adapter l'environnement, on va pouvoir mettre des cadres de vie, donc lui apprendre que tu sais pas t'adapter, t'as peur de ça, dans ce genre de contexte,
reviens vers moi, fais ci, fais ça, fais l'autre. On peut apprendre un cadre à notre chien pour qu'il se sente encadré, pour qu'il se sente épaulé et aidé. Donc voilà, mais on ne pourra jamais, au grand jamais, supprimer totalement ce trouble du développement malheureusement. Voilà, mais on peut atténuer et si on peut apprendre à vivre avec. Voilà, donc ce syndrome de privation sensorielle, on a plusieurs stades, on en a 3. On a le stade 1, je passe rapidement dessus parce qu'après on fera une vidéo plus complexe sur le sujet. Donc le stade 1, c'est un stade phobique, c'est-à-dire qu'on a un chien qui va avoir des craintes et des peurs face à un ou plusieurs stimuli dans l'environnement. Donc un stimuli, c'est quelque chose qui arrive, donc par exemple ça peut être un papillon qui passe dans la pièce, ça peut être un chien, ça peut être un bruit, ça peut être une odeur, voilà, des choses nouvelles qui arrivent dans un environnement, si on veut, c'est un stimulus, pardon, et le pluriel de stimulus, c'est stimuli. Donc cherchez la logique, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, dans ce stade-là, on peut avoir des phobies simples, donc c'est-à-dire j'ai peur de la foudre, c'est que la foudre, comme on peut avoir des phobies complexes, donc c'est-à-dire que le chien a généralisé tout ce qui entoure la foudre, donc il n'a plus peur uniquement de la foudre maintenant, il a peur de quand il y a de l'orage, quand les nuages arrivent, quand il pleut, etc. parce que ça va peut-être amener de la foudre. Voilà, donc ça c'est le stade 1, c'est beaucoup plus facile à gérer que le stade 2 et le stade 3, mais voilà, c'est le stade 1 et donc il faut travailler sur ces phobies-là et il faut bien prendre en compte également que les capacités d'adaptation du chien sont moindres. Donc c'est un travail à faire qui est assez compliqué mais qu'on peut travailler quand même, désensibiliser et y bosser. Le stade 2 par contre c'est plus compliqué. Le stade 2 c'est vraiment un état anxieux, soit intermittent, donc c'est-à-dire à certains moments, donc par exemple dans telle situation ou dans tel environnement ou tout simplement même pas forcément où c'est pointé sur quelque chose, mais on peut voir ça dans des contextes. Le chien n'est pas bien dans certaines choses et c'est passager, ça revient, ça part, ça revient, ça part. Voilà, et on peut avoir des anxiétés par contre permanentes, et ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est qu'on a un chien qui est complètement mal à l'aise tout le temps. Voilà, ça peut amener de l'hypervigilance bien souvent, donc c'est-à-dire qu'on a des chiens qui vont regarder absolument de partout pour savoir qu'est-ce qui va m'attaquer, qu'est-ce qui va m'arriver. Ils ont l'impression que voilà, il y a des dinosaures qui les entourent et qui vont à tout moment leur sauter dessus. Voilà, et on remarque surtout ce qui caractérise beaucoup ce syndrome-là et qu'on le voit beaucoup dans le stade 2, c'est une incapacité ou des grosses difficultés du moins d'adaptation. C'est-à-dire dès qu'on va changer d'environnement, dès qu'il y a des invités qui vont venir, dès que je sais pas, je vais chez ma tante avec mon chien, bah, ça va être l'apocalypse. Dès qu'on va aller dehors sur un nouveau chemin qu'il connaît pas ou même tout simplement dehors, voilà, il y a quelque chose qui va mal se passer. Si j'amène quelque chose dans la maison, par exemple de nouveau, je peux avoir un chien qui est stressé sans forcément être comme ça devant le pot de fleurs que j'ai ramené, mais que ça va induire du stress et du coup on va se retrouver avec un chien qui va avoir des comportements stressés dans d'autres situations. Voilà, on peut remarquer de l'automutilation, donc des chiens qui se font des plaies en se léchant. Donc voilà, ça caractérise pas mal le stress ou l'ennui dans certains cas, mais là ce serait plutôt de l'anxiété, du stress, donc hop, c'est pour s'apaiser si on veut. On peut voir des comportements des stéréotypies aussi, c'est-à-dire que des chiens qui vont avoir des tocs, tourner en rond, chasser les ombres, des comportements compulsifs en fait, des tocs, des choses comme ça, des moments où le chien va faire, il peut pas faire autrement, va vous sauter sur les pieds, va chasser les ombres, voilà, tourner autour de lui-même, faire des allers-retours au grillage, etc. Voilà, des comportements répétitifs qui n'ont aucun but autre que de s'apaiser sur le moment. Voilà. On peut avoir des chiens qui ont des déficits d'autocontrôle, donc qui sont impulsifs, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose, waouh, ils réagissent direct, ils prennent pas le temps de réfléchir. On a des difficultés souvent à faire les besoins dehors, donc c'est-à-dire que c'est un chien qui va, par exemple, il a peur dehors en fait, tout simplement, c'est un moment de faiblesse de faire ses besoins, donc il préfère faire à l'intérieur. Et bien souvent on a également de l'anxiété de séparation parce que l'humain pilier, en fait, l'être qui réconforte n'est plus là, donc on se retrouve avec un chien qui peut entrer en totale panique. Voilà, donc voilà ce qu'on peut à peu près avoir sur ce syndrome de privation sensorielle là. Voilà, on a des chiens qui vont réagir par la fuite, par la tétanie, par l'agression, on va avoir pas mal de choses autour de ça. Voilà, sinon en dehors de ça, c'est vraiment des chiens qui toute leur vie vont avoir besoin d'un accompagnement, donc on peut avoir des accompagnements simples, c'est-à-dire on va demander au chien de se mettre de faire ci, de faire ça, de faire l'autre, et donc on peut se débrouiller tout seul, mais dans pas mal de cas ça demande quand même un accompagnement qu'on appellera TCC, donc
thérapie comportementale cognitive pour apprendre au chien en fait à s'apaiser, à se calmer, pour avoir quelque chose d'adapté, mettre un cadre en fait, c'est-à-dire que ce chien-là, on ne pourra pas enlever ses peurs de manière générale, par contre on peut lui apprendre, il y a quelque chose qui ne va pas, quand c'est dans cette situation, tu viens là, donc je t'appelle et puis on peut créer, c'est pas souvent mais ça arrive, un automatisme chez ce chien, il y a un truc qui ne va pas, hop, il faut que je revienne quoi. Voilà, donc on peut cadrer les choses mais c'est très compliqué, voire impossible de supprimer totalement ce syndrome-là. Voilà, on peut l'atténuer si on veut et si on y arrive. Sur ce genre de cas-là, pour diagnostiquer un syndrome de privation sensorielle, étant donné que c'est biologique, je vous recommande vivement de faire ça avec un vétérinaire comportementaliste, c'est-à-dire que le vétérinaire comportementaliste, lui, son rôle, c'est vous diagnostiquer tout ce qui est autour de maladie, donc c'est une forme de maladie à mon sens, c'est biologique, donc c'est un sens qui manque au chien, qu'on ne peut pas lui recréer, donc c'est bien d'aller, plutôt que de demander à l'éducateur du coin qui n'y connaît pas forcément, d'aller demander à un vétérinaire comportementaliste de diagnostiquer votre chien. Avec ça, le syndrome de privation sensorielle, c'est quand même des chiens surtout au stade 2. Le stade 3, je vous en ai pas trop parlé parce que c'est assez rare, mais on en parlera lors d'une prochaine vidéo. C'est chaud en fait, on voit vraiment que le chien, il ne bouge pas, il est pétrifié, il ne mange pas et en principe c'est une urgence vitale derrière. On en parlera lors d'une prochaine vidéo pour que ça soit plus en détail, que je puisse préparer ça plus sérieusement. Et donc voilà, le fait d'être accompagné par un vétérinaire comportementaliste, savoir que votre chien il est en stress constant, il n'est pas bien, notamment pour le stade 2, de pouvoir mettre en place de l'anxiolytique et ce genre de choses, donc quelque chose qui baisse le taux de cortisol, le taux de stress entre guillemets, avoir un chien qui est mieux dans sa peau, je peux vous le dire que ça aide pour la rééducation. Alors attention, ce n'est pas une solution, donner des médicaments n'est pas une solution. Quelqu'un qui est anxieux et qui va prendre des médicaments, par exemple, si on lui donne que les médicaments, au bout d'un moment déjà les médicaments ils font pas toujours effet et on peut avoir un syndrome de sevrage, donc voilà, ça fait plus effet. On peut avoir un chien voilà, qui va en décroissant, ou bien tout simplement voilà quoi, ça ne règle pas le fond, les peurs ne sont pas parties, le cadre n'est pas appris. Donc sur ce genre de chien, bien souvent on a une médication qui est à long terme, c'est-à-dire qu'on fait ça sous plusieurs mois. Il y a des chiens c'est longtemps, mais ça permet un apaisement, le temps de travailler certaines choses. Voilà, donc un vétérinaire comportementaliste pour prescrire des médicaments, ça peut être pas mal pour avoir un accompagnement à côté. Par contre, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à côté, je vous conseille de faire un TCC, une thérapie comportementale cognitive, avec un comportementaliste, pas un vétérinaire comportementaliste, avec un éducateur comportementaliste canin de votre région. Moi, je suis en Isère, mais vous avez la Team Capdog, qui est une page Facebook qui pourra vous trouver quelqu'un, expliquez-leur un petit peu sur Messenger ce qui se passe, la région où vous êtes, et ils vous conseilleront quelqu'un de fiable, diplômé et qui travaille avec bienveillance sur les chiens, surtout ça c'est très important, surtout pour des chiens sensibles comme ça, mais de manière générale aussi j'allais dire, donc bon, voilà, et puis d'avoir un accompagnement comportemental à côté et les médicaments de l'autre, en fait on a le poids des émotions qui est retiré par les médicaments, du coup tout ce qui faisait peur et tout ça, on a le temps d'y travailler sans que le chien il soit dans une rage folle ou sans qu'il soit vraiment dans une immersion en fait. Donc voilà, ça permet jusqu'à ce qu'on fasse un petit sevrage et qu'il n'y ait plus besoin de médicaments. Voilà, mais les deux vont ensemble. Si je fais que l'un et que j'ai besoin de l'autre, ça ne fonctionnera pas. Si je fais que les médicaments et que j'ai besoin d'une thérapie, ça ne fonctionnera pas non plus. Si je ne le fais pas, il faut faire les deux en même temps quand on a besoin des deux en même temps. Voilà, et en principe, médicaments, ça ne va pas sans rééducation, sinon après on a un chien qui va devoir être toute sa vie sous médicaments. Voilà, et donc c'est un peu dommage. Et bien se rappeler par contre, pour les médicaments, je ferai une vidéo pour en parler, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont sceptiques à ça. Faut bien se dire qu'à partir du moment où vous avez mal à la tête ou mal au ventre, vous prenez des médicaments pour vous soigner. Les personnes diabétiques peuvent prendre du médicament pour soigner, les personnes qui ont tel problème vont prendre des médicaments toute leur vie parce que c'est un problème. Un chien qui a des problèmes hormonaux, un chien qui a des problèmes psychologiques, émotionnels, c'est une horreur à vivre pour lui. Donc il y a certains chiens qui ont besoin d'être accompagnés. Si vous avez par exemple une torsion d'estomac, et moi je traite que les symptômes, donc par exemple la torsion d'estomac représenterait le syndrome de privation sensorielle, le stress quotidien, et que les symptômes représenteraient les aboiements, l'agressivité, tout ça. Si moi je traite que ça et que je ne traite pas l'intérieur, l'apaisement, si c'est possible je peux le faire par le comportement. Par exemple j'accompagne Popeye pour le moment, un Jack Russell qui est en stade 2. Et ben on s'en sort bien sans médicaments, mais il y en a certains on ne peut pas. Et donc si je laisse faire ça et que je soigne que mes symptômes, mes vomissements et tout ça sur mon retournement d'estomac, mon animal va finir par en mourir. Vous voyez ce que je veux dire, on en meurt de ça. Donc il faut bien considérer que votre chien, si on traite que les symptômes et qu'on ne traite pas le fond du problème, le stress, le je suis pas bien, et ben on ne pourra pas avoir de progression bien, ou du moins ça va être que
que passager, on va dire, ça va être que passager, ou que cotonneux, nuageux, ça sera pas quelque chose de vraiment clair et net qu'on voit. Voilà du coup pour cette petite vidéo. Donc voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Moi je vais vous faire d'autres vidéos donc, sur le sujet. Là c'était vraiment une introduction pour un petit peu mieux comprendre ce que c'est. La prochaine vidéo, je pense qu'elle parlera surtout des stades, ou surtout peut-être aussi comment savoir si son chien est atteint de syndrome de privation sensorielle. Donc je le rappelle encore, je ne suis pas vétérinaire comportementaliste, mais j'ai un certain nombre d'expériences dessus, donc je peux vous donner mon avis. Si jamais vous avez un avis différent, ou même si vous avez des suppositions, ou il y a quelque chose que vous n'êtes pas forcément d'accord, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire. Je suis ouverte à la discussion et je suis ouverte à voir si des fois il y a quelque chose qui peut être amélioré pour que ça se passe mieux. Voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.